Audie Murphy, l'homme le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale, devenu par la suite une star de cinéma, a été retrouvé mort cet après-midi dans l'épave d'un avion léger dans les collines de Virginie. Audie Murphy était le héros de guerre américain le plus décoré, un soldat courageux devenu star de cinéma. Pour beaucoup, il était un symbole de courage et de force. Mais derrière la gloire, quelque chose clochait. Sa mort soudaine dans un accident d'avion a bouleversé le monde. Aujourd'hui, de nouvelles questions se posent et les réponses sont troublantes. Le mystère Audie Murphy est loin d'être résolu. Des faits étranges, des détails manquants et un silence pesant laissent entrevoir une histoire plus sombre que quiconque ne l'aurait imaginé. Simple accident ou tentative de dissimulation. Plus l'enquête progresse, plus l'affaire devient troublante. Qu'est-il arrivé à Audie Murphy? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité. Bien plus sombre qu'on ne l'imaginait. Le courageux parcours d'Audie Murphy. Audie Murphy était un jeune garçon du Texas d'apparence timide, mais d'un courage exceptionnel. Sa vie fut profondément marquée par la guerre et il dut relever de nombreux défis. Il s'engagea dans l'armée en mentant sur son âge, mais ce sont ses actions après son enrôlement qui comptèrent le plus. Son histoire est restée gravée dans les mémoires comme l'une des plus remarquables de l'histoire américaine. Audie naquit le 20 juin 1922 près de Kingston au Texas. Cette date qui allait devenir célèbre marqua le jour où le monde accueillit celui qui allait devenir un soldat de légende. Après l'attaque japonaise de Pearl Harbor, les États-Unis entrèrent en guerre. À 17 ans, Audie s'engagea dans l'armée animé d'un profond désir de servir son pays. Malgré sa petite taille et son jeune âge, il surmonta les doutes et fit preuve d'une détermination sans faille. Il fut envoyé au camp Walters au Texas pour sa formation de base. Son apparence juvénile et sa petite taille lui valurent le surnom de « Babyface ». Cependant, Murphy n'était pas là pour faire étalage de son physique. Il était là pour servir, combattre et protéger. Malgré son apparence ordinaire, il possédait une force intérieure. Il s'investit pleinement dans son entraînement et finalement le jeune homme autrefois moqué progressa dans sa carrière militaire. Pendant la guerre, Murphy combattit dans différents endroits. Il fit preuve de courage en Afrique du Nord, en Sicile et participa au débarquement d'Anzio. Il continua à se battre à travers la France. Bien qu'ayant débuté comme simple soldat, il fut promu sergent-chef grâce à son leadership et à sa bravoure. Il reçut ensuite une commission sur le champ de bataille et devint sous-lieutenant à seulement 19 ans, même si ses papiers indiquaient qu'il en avait 20. Le 26 janvier 1945, un événement important se produisit près de Holtz en France. Le temps était froid et le terrain accidenté. Murphy venait de prendre le commandement de la compagnie B du 15e régiment d'infanterie de la 3e division d'infanterie. Ce jour-là, sa compagnie subit un violent assaut de chars et de soldats allemands. Le chaos régnait dans l'air saturé de bruits de combat. La fumée envahissait le ciel et la situation devint rapidement périlleuse. Conscient du danger, Murphy ordonna à ses hommes de se replier vers une zone boisée plus sûre à proximité. Cependant, il choisit de rester à son poste muni d'un téléphone de campagne et demanda un appui d'artillerie. Il expliqua plus tard qu'il avait demandé des tirs sur sa position car l'ennemi était tout proche. Malgré la situation effrayante, il garda son sang-froid. Un chasseur de chars américain, un M10 Hellcat, fut touché non loin de là et des flammes commencèrent à s'en échapper. L'équipage se mit à l'abri, mais Murphy courut vers le véhicule en flammes au lieu de s'en éloigner. Malgré le risque d'explosion, il n'hésita pas et grimpa dessus pour actionner la mitrailleuse. Il se retrouva sur un chasseur de chars en flammes vulnérables et en infériorité numérique face aux soldats allemands qui approchaient. Les événements extraordinaires qui suivirent furent stupéfiants. Murphy ouvrit le feu à la mitrailleuse touchant les troupes ennemies qui approchaient. Malgré les tirs ennemis, il resta imperturbable. Les soldats allemands tombaient sous les balles. Les chars, qui avançaient avec assurance, commencèrent à battre en retraite lorsqu'ils constatèrent qu'ils n'étaient plus soutenus par leur infanterie. Le combat dura près d'1 heure. Les soldats allemands firent tout leur possible pour le vaincre, mais en vain. À un moment donné, les troupes ennemies se sont approchées à seulement 10 mètres de lui. Malgré une balle dans la jambe, il a continué le combat. Il est resté à sa position jusqu'à épuisement de ses munitions. Après cela, il retourna à son unité. Il refusa toute assistance médicale et prépara ses soldats à une contre-offensive. En conséquence, la compagnie riposta et contraignit les Allemands à se retirer. Selon certains témoignages, Murphy aurait tué à lui seul
plus de 240 soldats ennemis ce jour-là. Le nombre exact peut être sujet à débat, mais ce qui est certain, c'est l'incroyable courage dont il a fait preuve au moment où il était le plus nécessaire. Quelques mois plus tard, le 2 juin 1945, une cérémonie a eu lieu en Autriche en l'honneur du lieutenant-général Alexander M. Patch a remis la médaille d'honneur à Murphy. Un journaliste a fait remarquer que Murphy paraissait trop jeune pour avoir une moustache, mais qu'il avait accompli un exploit incroyable à un si jeune âge. Après la guerre, Murphy a tenté de se reconstruire une vie. Il est apparu dans des films et a même joué son propre rôle dans un film relatant ses expériences de guerre. Il a posé pour des photos assistées à des événements mondains et côtoyé des célébrités. Cependant, les cicatrices émotionnelles de la guerre ne le quittaient pas, malgré les apparences. Il restait hanté par les souvenirs douloureux des tragédies dont il avait été témoin et des amis qu'il avait perdus. L'histoire d'Audie Murphy ne se résume pas aux éloges qu'il a reçus. C'est celle d'un garçon humble du Texas qui a fait preuve d'un courage immense au moment crucial. Il n'a pas laissé la peur le paralyser. Sa bravoure n'était pas ostentatoire, mais inébranlable, résolue et sincère. Pendant la guerre, il s'est donné corps et âme. Et même après, il a continué à s'efforcer de mener une vie qui honore la paix pour laquelle il s'était battu. Penchons-nous sur les difficultés rencontrées par Audie Murphy à ses débuts en tant qu'acteur. Des champs de bataille au plateau de cinéma. Audie Murphy était déjà adulé par son pays comme un héros de guerre, mais son passage à Hollywood a révélé une autre facette de sa personnalité. Malgré des débuts difficiles, il est finalement devenu un acteur reconnu témoignant de sa progression et de sa détermination. De 1948 à 1969, il a joué dans plus de 40 films et une série télévisée. Pourtant, derrière cette carrière brillante se cachait un homme discret, encore marqué par les séquelles de la guerre. L'histoire a commencé de façon paisible et inattendue. L'acteur James Cagney, impressionné par Murphy, l'a remarqué en couverture du magazine Life en 1945. Il a alors décidé de l'emmener à Hollywood avec son frère William et l'a engagé dans leur société de production. Ils lui ont dispensé une formation d'acteur de chanteur et de danseur. Mais il n'a finalement jamais joué dans aucun de leurs films. Leur collaboration a pris fin en 1947 suite à un désaccord. Murphy a persévéré et a décidé de vivre au Terry Hunt's Athletic Club à Hollywood jusqu'en 1948. Pendant son séjour, il se consacra à perfectionner son jeu d'acteur, sous la direction d'Estelle Harmon, coach d'art dramatique. Murphy répéta ses textes et se plongea dans les œuvres de dramaturges renommés tels que William Shakespeare et William Soyan. Cet entraînement renforça sa confiance en lui et améliora ses compétences en communication. Bien qu'il ne fût pas encore parfait, Murphy progressait. Lorsque David Speck McClure, un scénariste hollywoodien, se lia d'amitié avec lui, les choses commencèrent à changer. McClure l'aida à écrire ses mémoires intitulées « To Hell and ». Dans son autobiographie, il évoquait son expérience de soldat. Ce livre contribua à maintenir la notoriété de Murphy, grâce à ses relations dans le milieu. McClure aida Murphy à obtenir un petit rôle dans le film Texas, Brooklyn et le Paradise en 1948. Ce petit rôle a marqué un nouveau départ pour lui. Parallèlement, Murphy était en couple avec l'actrice Wanda Hendricks. Grâce à ses relations, l'agent artistique de Hricks a permis à Murphy d'obtenir un petit rôle dans le film Beyond Glory, où figurait également Alan Ladd, peu à peu. Murphy a commencé à apparaître sur grand écran, même si ce ne fut que brièvement. En 1949, sa grande chance s'est présentée avec le film Bad Boy, où il a décroché son premier rôle principal. Les investisseurs préféraient initialement quelqu'un d'autre pour le rôle, mais la production du film n'a été approuvée qu'à condition que Murphy soit engagé. Malgré quelques réticences initiales, le studio a finalement accepté et ce choix s'est avéré judicieux. Peu après, Universal Studios offrit à Murphy un contrat de 7 ans. Il serait payé 500 $ par semaine, une somme considérable à l'époque. Son premier film dans le cadre de ce nouveau contrat fut The Kid from Texas, en 1950, où il incarnait Billy the Kid. Il apparut ensuite dans 2 autres films, Sierra, où il partageait l'affiche avec son épouse de l'époque Wanda Hendricks, et Kansas Raiders, où il interprétait Jesse James. En 1951,
La MGM emprunta Audie Murphy à Universal et le paya une somme importante pour tenir le rôle principal dans The Red Badge of Courage, un film réalisé par John Huston. Murphy et Huston entretenaient une bonne relation de travail et collaborèrent à nouveau en 1960 pour un autre film intitulé The Unforgiven. En 1952, Murphy n'a joué que dans un seul film intitulé Le Duel à Silver Creek. Il a collaboré avec le réalisateur Don Siegel, avec qui il travaillera également sur Gunrunners en 1958. L'année suivante, il apparaît dans des westerns comme Column South et Tumbleweed, interprétant différents personnages afin de perfectionner son jeu d'acteur. En 1954, Murphy tient le rôle principal dans Destry, une adaptation du film Destry Rides Again. Réalisé par George Marshall, le film s'inspire d'un personnage populaire des romans de Max Brand. Murphy se forge alors une réputation d'acteur fiable dans les westerns. En 1955, sa carrière prend un tournant décisif lorsqu'il accepte de jouer son propre rôle dans l'adaptation cinématographique de son livre To Hell and Back. Le film réalisé par Jesse Hibbs a été un immense succès pour Universal Studios et a trouvé un écho auprès du public grâce aux expériences vécues par Murphy. Murphy fit des apparitions dans des émissions de télévision populaires pour promouvoir le film. De héros de guerre, il devint un acteur hollywoodien de renom. Il entretenait une excellente relation de travail avec le réalisateur Jesse Hibbs, avec qui il tourna 5 autres films. Parmi ceux-ci des westerns comme Walk the Proud Land, et des films de genres différents comme Joe Butterfly et World in My Corner. Leur dernière collaboration fut Ride a Crooked Trail en 1958. La même année, Murphy décrocha un rôle principal dans L'Américain tranquille, où il démontra son talent pour interpréter des personnages complexes, réalisé par Joseph L. Manwick. Ce film permet à Murphy de confirmer son évolution en tant qu'acteur. Murphy commença alors à collaborer secrètement avec d'autres personnes. Il s'associa notamment avec le producteur Harry Joe Brown sur plusieurs films. Leur premier film, Les Canons de Fort Petticoat, fut achevé. Cependant, ils se brouillèrent, et les autres films qu'ils avaient prévu de tourner ensemble ne virent jamais le jour. En 1957, il joua dans Night Passage avec James Stewart. L'année suivante, il eut davantage d'opportunités d'acteur. Il a joué dans The Wild and the Innocent avec Sandra Dee et a également participé à la production de Cast a Long Shadow. Dans No Name on the Bullet, Murphy incarnait un tueur à gages. Performance saluée par la critique. La télévision a également fait son entrée dans sa carrière en 1960 avec un épisode de Star Time intitulé The Man, aux côtés de Thelma Ritter. La même année, l'armée américaine l'a honoré pour son rôle dans The Big Picture, une émission sur la vie militaire. Dans cette émission, Murphy visitait des bases militaires à travers le monde et il a reçu une médaille pour son travail. En 1961, il a collaboré avec la scénariste Claire Hoffer sur des films comme Seven Ways from Sundown et Posey from Hell. Il a également collaboré avec Willard et Mary Willingham, qui étaient non seulement ses amis, mais aussi ses partenaires créatifs. Willard a contribué à la production de la série télévisée de Murphy, Whispering Smith. Les Willingham ont également écrit les scénarios de plusieurs de ses westerns, comme Gunpoint et 40 Guns to Apache Pass, qui fut son dernier film en tant qu'acteur principal. En 1966, Murphy se rendit en Israël pour tourner Trunk to Cairo, démontrant ainsi son ouverture à la diversité des rôles et à l'exploration de nouveaux horizons. Son dernier film, A Time for Dying, sortit en 1969. Le scénario a été écrit par le réalisateur Bud Bodeker, que Murphy connaissait depuis leur rencontre au club de boxe de Terry Hunt. Ils espéraient collaborer sur d'autres films, mais malheureusement, ces projets n'ont jamais abouti. Le parcours de Murphy dans l'industrie cinématographique peut sembler facile vu de l'extérieur, mais il a été semé d'embûches et a nécessité une grande persévérance. Il a débuté à Hollywood sans aucune expérience préalable, confronté à une sous-estimation et à un manque de considération constant. Pourtant, il a persévéré, progressé et perfectionné ses compétences. Serait-ce la raison de son divorce avec Wanda? Analysons la situation. Une vie entre célébrité et vie privée. Audie Murphy, soldat américain décoré de la Seconde Guerre mondiale, menait une vie personnelle aussi complexe que ses carrières militaires et d'acteur.
Derrière les apparences, il a connu l'amour, le deuil des difficultés financières et des tourments intérieurs. Malgré des moments heureux dans sa vie d'après-guerre, il dut également faire face à des épreuves qui le mirent à rude épreuve. En 1949, Murphy épousa l'actrice Wanda Hendricks. Malheureusement, leur mariage fut de courte durée puisqu'ils se séparèrent en 1951. Ce divorce marqua la fin décevante d'une relation qui avait pourtant débuté sous de bons auspices. Cependant, Murphy retrouva rapidement l'amour. 4 jours seulement après son divorce, il épousa Pamela Opel Lee Archer, une ancienne intendante. Leur relation apporta une grande stabilité à sa vie et ils eurent 2 fils, Terry Michael et James Shannon. Murphy était très attaché à sa famille et trouvait une immense joie dans son rôle de père. En dehors de sa vie personnelle, Murphy vouait une véritable passion aux chevaux. Il possédait des ranchs à Many, en Californie, et dans le comté de Puma, en Arizona, où il élevait des quarter horses. Ces ranchs lui offraient des havres de paix loin de l'agitation d'Hollywood et des souvenirs de la guerre. Ses chevaux participaient à des courses sur l'hippodrome de Delmer et il consacrait une part importante de ses ressources à cette passion. L'élevage et les courses de chevaux procuraient à Murphy une joie et une sérénité qu'il avait du mal à trouver ailleurs dans sa vie. Cependant, tout n'allait pas pour le mieux pour lui. Il commença à rencontrer des difficultés financières. Murphy, comme beaucoup d'autres, fit des investissements qui se soldèrent par des échecs. Sa plus grosse perte remonte à 1968 lorsqu'il perdit 260 000 $ dans un investissement pétrolier en Algérie. De plus, il avait des démêlés avec le fisc américain IRS en raison d'impôts impayés. Il a lutté contre des problèmes d'argent pendant des années, ce qui l'a plongé dans une situation financière précaire. Malgré ces difficultés, Murphy est resté fidèle à ses convictions. On lui a souvent proposé de faire la promotion de cigarettes et d'alcool dans des publicités, ce qui aurait pu le rendre riche. Cependant, il a toujours refusé. Il craignait de donner un mauvais exemple, surtout à ses jeunes fans. Murphy comprenait qu'être célèbre impliquait une certaine responsabilité et il la prenait très au sérieux, même au détriment de sa propre vie. Murphy ne se contentait pas de difficultés financières. Il avait aussi un tempérament colérique et se retrouvait parfois impliqué dans des situations violentes. Ses réflexes vifs, qui lui avaient été utiles durant son service militaire, devinrent un problème dans la vie civile. En mai 1970, il fut arrêté à Burbank, en Californie, pour coups et blessures volontaires avec intention de tuer après une altercation avec un dresseur de chiens. Accusé d'avoir tiré un coup de feu, il nia les faits. Finalement, toutes les charges furent abandonnées. Cet incident illustra sa propension au conflit et la difficulté qu'il avait à se détacher de son expérience de la guerre. Malgré ses difficultés personnelles, Murphy conserva des liens étroits avec l'armée. Après la Seconde Guerre mondiale, sa division d'infanterie préférée, la 36e, intégra la garde nationale de l'armée du Texas, sous le commandement de son ami, le major général H. Miller Ainsworth, et du brigadier général Carl L. Finney. Au début de la guerre de Corée en 1950, Murphy entama sa deuxième aventure militaire. Nommé capitaine dans la garde nationale de l'armée du Texas, il participa à des camps d'entraînement d'été pour former les nouvelles recrues. Il autorisa également la garde à utiliser son image à des fins de recrutement. Murphy souhaitait poursuivre son engagement militaire tout en menant une carrière cinématographique. Il fut déçu que son unité ne soit pas envoyée en Corée. En 1951, il demanda un statut de militaire inactif en raison de son emploi du temps chargé dans le cinéma. Il reprit toutefois du service actif en 1955 et fut promu major en 1956. Il reprit ensuite un statut inactif en 1957. Sa carrière militaire prit officiellement fin en 1969 lorsqu'il quitta la garde nationale de l'armée du Texas pour rejoindre la réserve de l'armée américaine, puis entra dans la réserve des retraités. Audie Murphy a connu de grands succès et des moments difficiles tout au long de sa vie. Il fut reconnu pour sa bravoure à la guerre, devint un acteur célèbre et était connu pour son dévouement à sa famille. Cependant, il luttait également contre le poids de ses expériences traumatisantes, le deuil de la perte de ses proches et la pression de ses responsabilités. Il a rencontré des obstacles parfois invisibles aux yeux des autres et a pris des décisions empreintes d'une grande intégrité, même face aux conséquences.
La vie de Murphy ne se résume pas à ses distinctions militaires et à ses succès cinématographiques. C'est l'histoire d'un homme en quête de paix intérieure dans un monde qui lui offrait rarement le réconfort. Le combat silencieux de l'après-guerre. Après le retour d'Audie Murphy des combats de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup pensaient que ses difficultés étaient terminées. Il avait survécu à d'intenses batailles, reçu des médailles et l'admiration de tous et était reconnu comme un véritable héros américain. Pourtant, la plupart ignoraient que les épreuves les plus difficiles de Murphy étaient sur le point de commencer. Ces défis n'étaient plus affrontés contre des ennemis sur un champ de bataille, mais se manifestaient dans ses pensées et le hantaient où qu'il aille. Après la guerre, les autorités envisagèrent d'admettre Murphy à West Point. Des discussions eurent lieu, des documents furent échangés et des idées furent partagées. Murphy semblait intéressé par cette opportunité. Cependant, il n'y est finalement pas allé. Les spécialistes pensent qu'il a peut-être renoncé lorsqu'il a pris connaissance des exigences académiques rigoureuses de West Point. Il ne s'agissait pas seulement de devenir un héros de guerre. Cela impliquait l'étude approfondie de diverses matières et la réussite d'examens. Après des années de combat, il n'était peut-être pas préparé émotionnellement ni mentalement à un parcours aussi difficile. Murphy reçut donc l'ordre de rejoindre Fort Sam Houston à San Antonio, au Texas, avec d'autres soldats. Cela se produisit le 8 juin 1945. Quelques jours plus tard, le 13 juin, il arriva à la base et fut affecté à un petit groupe à la station de redistribution des services et du matériel de l'armée de terre de Fort Sam Houston. Il bénéficia ensuite d'une permission de 30 jours. Durant cette période, il put voyager à travers les États-Unis, se détendre et se reposer. Ce fut pour lui l'occasion de se relaxer, de faire une pause et de se faire remarquer. Il était largement reconnu et célébré. Des défilés et des banquets furent organisés en son honneur. On l'accueillit chaleureusement avec des repas et des sourires. Des discours furent prononcés pour exprimer sa gratitude et ses éloges. Il était admiré partout où il allait. Le 21 août, après quelques retards, il reçut enfin la médaille de bonne conduite. Un mois plus tard, le 21 septembre, Murphy quitta officiellement l'armée. Il fut démobilisé avec le grade de lieutenant et reconnu invalide à 50%. Il s'engagea ensuite dans le corps de réserve des officiers pour maintenir un lien avec le monde militaire sans obligation à temps plein. Cependant, bien qu'il fût considéré comme un héros par le public, Murphy souffrait d'une douleur intérieure. Il connaissait des insomnies et était hanté par des cauchemars. Les souvenirs de la guerre le hantaient sans cesse. Pour gérer son angoisse, il gardait un pistolet sous son oreiller par précaution. Ces émotions perturbantes le poursuivirent longtemps. En 1947, un examen médical révéla l'ampleur de ses souffrances. Il souffrait de maux de tête fréquents et vomissait parfois. Il avait du mal à dormir et était en proie à des cauchemars récurrents. Pour mieux dormir, il commença à prendre des somnifères. Si ceux-ci lui apportèrent un soulagement temporaire, il ne guérissait pas sa maladie, il ne faisait que masquer les symptômes. Avec le temps, il devint dépendant d'une substance nocive appelée placidil. Cette substance l'aidait à se détendre et à dormir. Cependant, dans les années 1960, il prit conscience que cette dépendance devenait problématique. Il fit le choix courageux de s'en sortir. Il s'isola dans une chambre d'hôtel pendant une semaine pour affronter seul les symptômes du sevrage. Ce fut difficile, mais il parvint à vaincre sa dépendance. Malgré cela, Murphy continua de souffrir psychologiquement, bien qu'il ait toujours été une personne sérieuse. Son humeur devint plus sombre et plus intense après la guerre. Ses proches s'inquiétaient parfois de l'intensité de ses émotions. Sa première épouse, Dixie Wanda Hendricks, a même déclaré qu'il l'avait menacée avec une arme à feu lors d'une période difficile. Elle a également été témoin de la profonde souffrance qu'il ressentait face à celle des autres. Par exemple, après avoir visionné une vidéo d'orphelins de guerre allemands, il a éclaté en sanglots, submergé par la culpabilité et la tristesse. Murphy utilisait la poésie pour exprimer ses émotions. Il commença à écrire pour libérer les sentiments qu'il refoulait. L'un de ses poèmes, « Les croix grandissent sur agneaux », reflétait sa tristesse et ses souvenirs. Il publia ce poème dans son recueil « Aller et retour en enfer », mais l'attribua à un personnage fictif. Murphy partageait ouvertement ses difficultés et en parlait notamment lorsqu'il voyait des groupes de soldats revenir des guerres de Corée et du Vietnam.
Il souhaitait que l'on comprenne les tourments intérieurs que ces hommes enduraient après les conflits. À l'époque, on parlait de stress post-traumatique ou de névrose de guerre. Mais Murphy pensait que le problème était plus profond. Il a exhorté le gouvernement à se concentrer davantage sur ses blessures émotionnelles et à offrir une aide concrète aux personnes qui souffrent. Son dévouement fut reconnu même après son décès en 1971. 5 mois plus tard, le député américain Olin Teague proposa une nouvelle loi qui permit la création de l'hôpital Audie L. Murphy Memorial à San Antonio. Cet hôpital apporta son aide à de nombreux vétérans et devint une composante du système de santé des anciens combattants du sud du Texas. L'histoire d'Audie Murphy ne s'arrêta pas après la guerre. Le dernier vol est l'écho éternel d'une journée calme de mai 1971. Le monde entier a pleuré la disparition d'Audie Murphy, héros de guerre respecté, qui avait survécu aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale avec un courage exceptionnel. Il n'est pas mort au combat, mais dans un accident d'avion en Virginie, non loin de Roanoke. Les conditions météorologiques étaient exécrables, pluie torrentielle. Nuages épais et brouillard dense réduisaient considérablement la visibilité. Ces conditions dangereuses ont provoqué le tragique accident qui a coûté la vie à tous les passagers et membres d'équipage. Le pilote du petit bimoteur Aero Commander 680 était titulaire d'une licence de pilote privé et totalisait environ 80 heures de vol. Cependant, il ne possédait pas la qualification nécessaire pour voler aux instruments, ce qui a entraîné le crash de l'avion contre le flanc d'une montagne par visibilité nulle. L'accident a causé la mort du pilote Murphy et de 4 autres passagers. L'épave fut découverte quelques jours plus tard, le 30 et 1 mai. La mort d'Audie Murphy causa une immense tristesse à ses proches et à ses admirateurs à travers le pays. Son épouse, Pamela Murphy, eut du mal à surmonter cette épreuve et finit par mener une vie modeste. Elle trouva un emploi à l'hôpital des anciens combattants Sepulveda de Los Angeles, où elle se consacra pendant 35 ans aux vétérans avec la même intégrité que son défunt mari. Quelques jours après l'accident, le 7 juin 1971, Audie Murphy fut inhumée au cimetière national d'Arlington, un lieu habituellement réservé aux plus grands héros du pays. La cérémonie fut empreinte d'admiration et de respect. Des personnalités telles que George H. W. Bush, alors ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, et le chef d'état-major de l'armée de terre William Westmoreland, ainsi que de nombreux autres membres de la 3e division d'infanterie se réunirent pour lui rendre hommage. L'emplacement de sa sépulture dans la section 46 face au magnifique amphithéâtre commémoratif fut judicieusement choisi. Des milliers de visiteurs continuent d'affluer sur la tombe de Murphy. Une allée de dalles a été aménagée pour faciliter leur passage. Sa sépulture est la 2e plus visitée du cimetière national d'Arlington, juste après celle du président John F. Kennedy. Murphy ne souhaitait pas une sépulture fastueuse comme celle des autres récipiendaires de la médaille d'honneur. Il voulait qu'on se souvienne de lui comme d'un soldat simple et humble. Sa pierre tombale indique 1924 comme année de naissance, une date qui a peut-être été modifiée dans son dossier militaire au cours de son service. Après la tragédie, diverses manières de se souvenir de Murphy et de lui rendre hommage ont vu le jour. En 1974, une stèle commémorative a été érigée près du lieu de l'accident. Elle se dresse paisiblement au bord du sentier des Appalaches, au cœur de la nature dans la quiétude des montagnes. Un an plus tard, en 1975, le tribunal a accordé 2 millions de dollars de dommages et intérêts à l'épouse d'Audie Pamela et à leurs 2 fils suite à son décès dans l'accident. Cependant, aucune somme d'argent ne pouvait combler le vide laissé par la perte de leur être cher. Même après sa disparition, la renommée de Murphy est restée intacte. De son vivant, il avait déjà reçu plusieurs distinctions de la part de civils. Après sa mort, il a été honoré d'une reconnaissance encore plus grande. Une étoile a été apposée sur le Hollywood Walk of Fame en hommage à sa contribution à l'industrie cinématographique. En 2013, le Texas l'a honoré de la médaille d'honneur législative du Texas, la plus haute distinction militaire de l'État. Murphy possédait un talent caché pour la poésie, découvert par David McClure lors de la rédaction de ses mémoires To Hell and Back. McClure a trouvé des poèmes manuscrits que Murphy avait jetés dans son appartement hollywoodien, dont un poème poignant intitulé The Crosses Grow on Anzio, publié dans le recueil Under a Different Name. Outre ce poème, seuls 2 autres poèmes de Murphy sont connus à ce jour.
Alone and Far Removed et Freedom Flies in Your Heart Like an Eagle. Ce dernier faisait initialement partie d'un discours que Murphy avait écrit pour une cérémonie commémorative en Alabama et a ensuite été adapté en une chanson émouvante intitulée Dusty Old Helmet. Bien qu'il aimât la musique country, et notamment des artistes comme Bob Wills et Chad Atkins Murphy, ne chantait ni ne jouait d'un instrument. Il aimait simplement écouter de la musique. Cependant, en 1961, il fut présenté au compositeur Scott Turner par un ami commun, le chanteur Guy Mitchell. Cette rencontre fut le point de départ d'une collaboration unique. De 1962 à 1970, les deux artistes ont collaboré à l'écriture de plusieurs chansons. Parmi leurs chansons populaires, on peut citer Shutters and Boards et When the Wind Blows in Chicago. Cela a révélé une autre facette de Murphy plus douce, plus introspective et empreinte d'une sensibilité artistique discrète. La mort d'Audie Murphy en 1971 sur une montagne ne marque pas la fin de son histoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran.